Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Riyad Mahrez très fort. Riyad Mahrez, la tête d'Aboubacar. La main de Sheker dur. Mohamed Salah, c'est lui qui vous effraie le plus. Et je suis pas fou, il a sifflé la fin du match là. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Bienvenue dans Can Stories, le podcast des passionnés du football africain et de sa plus belle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, beIN Sport vous fera vivre en intégralité cette édition marocaine qui s'annonce grandiose. Pour entrer dans l'ambiance, nous vous présentons les 24 équipes en lice, leurs surnoms, leur histoire, leur parcours, ainsi que le joueur à suivre. Dans cet épisode, direction les plages bordées de palmiers et les terres rouges du Bénin. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Il n'est pas question ici de sorcellerie. Mais récemment, le Bénin, alors écureuil, s'est transformé en guépard. En question ? Eh bien le surnom de cette équipe nationale de football, un choix fort et symbolique décidé par la Fédération béninoise de football et son nouveau président Mathurin Detchakous. Complexé par le surnom de son équipe, le changement s'imposait. Longtemps considéré comme modeste, le symbole de l'écureuil avait suscité moquerie et sous-estimation. Le guépard, lui, est l'un des fauves les plus rapides et les plus connus de la savane africaine. Un animal bien plus en accord avec l'image de combativité que veulent porter les joueurs du Bénin. Alors que les discussions avaient démarré dès 2008, Steve Mounier, l'attaquant du Stade brestois et joueur star de la sélection, avait pour sa part soumis l'idée des pitons, expliquant que le serpent était un animal emblématique du pays. Mais sa proposition n'a pas été retenue. Place donc au guépard depuis 2022. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Jamais qualifié pour la Coupe du Monde, le Bénin a longtemps peiné à exister sur la scène africaine, avant de connaître un tournant en 2019. Après ses premières participations à la CAN en 2004, 2008 et 2010, le pays réalise alors un parcours historique en atteignant les quarts de finale, éliminant le Maroc avant de s'incliner face au Sénégal. Ce succès était venu récompenser une génération emmenée par Stéphane Sessegnon et Michael Poté, symbole d'un football béninois longtemps amateur. À l'image de la CAN 2008, en marge de laquelle la fédération était allée jusqu'à lancer un appel à candidature sur son site pour trouver des joueurs. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? En février 2023, le Bénin a pris un nouveau virage en confiant son destin à Gernot Rohr. À 72 ans, l'entraîneur allemand, ancien des Girondins de Bordeaux et de l'OGC Nice, incarne une figure familière du football africain après avoir dirigé plusieurs sélections du continent. Son expérience a rapidement porté ses fruits. Sous sa houlette, les Guépards ont décroché leur qualification pour la CAN 2025 au sein d'un groupe relevé composé du Nigeria, du Rwanda et de la Libye. Malgré cette montée en puissance, le Bénin a encore manqué de peu le rêve mondialiste, échouant lors de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026. Mais portée par une génération solide de binationaux, l'équipe s'appuie sur des joueurs aguerris et bien connus du championnat de France, comme Cédric Outonji, David Kiki, Steve Mounier ou encore Aigezun Tozin. Pour espérer passer le premier tour, les Guépards devront se découvrir dès leur entrée en lice le 23 décembre face à la RD Congo, puis à tout prix gagner contre le Botswana le 27 avant de se présenter contre le Sénégal lors de la dernière journée le 30 décembre. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Né à Parakou, au nord du Bénin, Steve Mounier sera le chef de file des Guépards au Maroc. Arrivé en France à l'âge de 4 ans, formé à Montpellier avant de s'imposer à Huddersfield, puis à Brest, il a pourtant toujours conservé un lien indéfectible avec sa terre natale. Capitaine et visage emblématique de la sélection, l'avant-centre d'Alanyaspor en Turquie propose un profil d'attaquant puissant et aérien, d'1m90, très recherché, qui sait faire parler son physique. En dehors du terrain, il est tout aussi engagé pour son pays. Avec l'association qu'il a créée sur place, il milite pour les droits de l'enfant et l'éducation ainsi que l'environnement. Entre la France et le Bénin, Mounier revendique fièrement sa double culture. Je ne suis ni seulement blanc, ni seulement noir, ni totalement français, ni totalement béninois, je suis les deux, a-t-il confié récemment au Télégramme. Un symbole d'unité et de détermination qui a déjà conquis son pays.
Dans cet épisode, direction le cœur battant de l'Afrique australe, là où les plaines et le désert du Kalahari se perdent à l'infini. Bienvenue au Botswana. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Le Botswana a choisi un symbole à son image, le zèbre. Un animal élégant, vif, indomptable, connu de tous pour sa robe noire et blanche. Ses rayures contrastées symbolisent la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés du pays. Un message fort pour une nation longtemps marquée par les divisions. Et comme l'animal, l'équipe nationale du Botswana court fièrement, même face à d'autres congénères bien plus dangereux, comme les lions et les léopards. Les Zebras, en anglais, ce surnom adopté depuis les débuts de la fédération dans les années 70, est devenu un étendard national, arboré avec fierté sur le maillot bleu ciel des joueurs. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Contrairement à l'athlétisme en plein essor, le Botswana n'est pas connu comme une place forte du football africain. Pendant des décennies, le pays a regardé les grandes nations de la CAN de loin. Puis arrive l'année 2012, celle du grand réveil. Les Zebras se qualifient pour la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Un exploit immense pour une équipe bâtie avec des joueurs locaux et guidée par le technicien Stanley Tshosane. Leur aventure au Gabon et en Guinée équatoriale reste courte. 3 défaites au premier tour, mais le symbole était là. Un pays sans tradition footballistique venait de prouver qu'il pouvait, lui aussi, rugir au milieu des géants. Depuis, le Botswana tente de retrouver ce souffle, oscillant entre promesses et désillusions, patientant qu'une nouvelle génération puisse rallumer la flamme 13 ans après cette unique apparition. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? Pour la CAN 2025, les Zèbres ont dû batailler dans un groupe relevé face à l'Égypte, la Mauritanie et le Cap-Vert. Tout s'est finalement joué lors de la dernière journée du groupe C. La sélection avait son destin entre ses mains, mais pour cela, il fallait faire minimum un nul face à la Grande Égypte. Un exploit réussi par les hommes de Morena Ramoreboli, qui est donc à la tête de la seconde équipe botswanaise, à se qualifier pour une CAN. Au Maroc, le sélectionneur sud-africain le sait, la tâche sera rude pour s'extirper du groupe D, d'autant plus que les Zèbres entameront leur compétition par le plus gros morceau, le Sénégal le 23 décembre à Tanger, avant d'espérer de grignoter des points face au Bénin le 27 et de terminer sa campagne contre la RD Congo le 30 décembre. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Tatayaone Ditlokwe, dit Titi, ce sera un peu plus simple. Défenseur central ou latéral gauche, et depuis plusieurs années, une pierre angulaire des Zebras. Tout au long de sa carrière, il a gravi les échelons, débutant dans le championnat local, avant de rejoindre celui du voisin africain, que tous les jeunes botswanais rêvent de rejoindre. Après moins de 2 saisons avec les Kaizer Chiefs, il a rejoint Al Ittihad, pas en Arabie Saoudite mais en Libye. Et s'il incarne le leadership sur et en dehors du terrain, Ditlokwe a récemment été au centre d'une polémique. Le vice-président de la Fédération botswanaise de football ayant émis des doutes sur sa compétence à maintenir le brassard de capitaine. Ces propos ont provoqué une vive réaction dans tout le pays, mais aussi auprès du groupe et du joueur lui-même, poussant finalement la fédération à rétro-pédaler et présenter ses excuses. Le brassard est depuis autour du bras de l'expérimenté Mocha Gallo Laolwe, avec qui Titi forme une charnière centrale solide. Ditlokwe ne garde aucune rancœur en lui, du moment que sa sélection réalise de grandes choses. Cap en plein cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Des panthères au lion pour finir par un léopard. Le surnom de la RDC a constamment évolué au cours de son histoire, pour finalement prendre le nom de ce félin tacheté, à la fois gracieux et redoutable, qui incarne la force et la ruse. Finalement, le léopard est aussi une panthère, puisque l'on parle ici de la même espèce. Quand la sélection a adopté ce surnom de panthère, il n'était pas encore question de la République démocratique du Congo, mais du Zaïre. Indépendant après la domination belge, le pays est alors dirigé par le dictateur Mobutu, surnommé le léopard de Kinshasa, puisqu'il portait la toque et certains attributs de léopard, qui le rendaient puissant aux yeux de la population. En 1997, à la chute du régime de Mobutu, le pays change de nom. Le Zaïre redevient la République démocratique du Congo. Pour rompre avec cette image associée à la dictature, les nouvelles autorités décidèrent de modifier le surnom de l'équipe nationale. Exit les léopards, place au Simba,
les lions. Un animal tout aussi puissant, mais porteur d'une image plus neutre politiquement. En 2006, avec le retour à une certaine stabilité politique et le besoin de renouer avec les grandes heures du football zaïrois, le pays a réhabilité le surnom historique des léopards. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? L'âge d'or de la sélection congolaise est donc aussi relié à celle du Zaïre. Pour prouver au monde entier que sa nation était unie, Mobutu voulait se servir du football comme vitrine. Les investissements sont considérables pour mettre la nation sur le toit de l'Afrique. Et il faut dire que les résultats sont probants. De cette période faste, le Zaïre va rafler 2 Coupes d'Afrique, en 1968 et 1974. Mais peut-être encore plus fort, les Panthères vont participer à la Coupe du Monde la même année, en Allemagne de l'Ouest, devenant le premier pays d'Afrique noire à disputer un mondial. Un joueur ressort particulièrement de cette époque, et pour lequel ce podcast CAN Stories a consacré un épisode. Il s'agit de Ricky Mavouba, le père de Rio Mavouba, l'ancien grand milieu des Bleus aux 426 apparitions en Ligue 1 avec Bordeaux et Lille. Depuis 1974, jamais la RD Congo n'a retrouvé une finale de CAN. 3 fois, elle s'est hissée dans le dernier carré, en 1998, 2015 et lors de la dernière édition. De quoi se reprendre à rêver et retrouver les sommets au Maroc ? Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? Après ce beau parcours en Côte d'Ivoire, la RDC n'a pas tout chamboulé pour l'édition qui se profile. En place depuis 2022, Sébastien Desabre est toujours à la tête des Léopards. Le technicien français se reposera sur la même ossature qu'il y a 2 ans, avec entre autres le Lillois Chancel Mbamba comme capitaine, et le buteur bien connu de la Ligue 1, Cédric Bakambu, qui évolue actuellement en Liga avec le Real Betis. Avec eux, la RDC est sortie facilement victorieuse des qualifications pour la CAN, en éliminant par la même occasion la Guinée de Serhou Guirassy. Pour cette édition, les Léopards se retrouvent dans le groupe du Sénégal qu'ils affronteront pour la 2e journée le 27 décembre. Avant cela, ils aborderont la compétition par un affrontement avec le Bénin le 23 décembre, avant de finir contre le Botswana le 30 décembre. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Il aura donc attendu d'avoir 27 ans. Aaron Wan-Bissaka a fait son choix tardif de sélection en décidant de rejoindre la RD Congo, le pays de ses origines. Latéral droit formé à Crystal Palace avant de rejoindre Manchester United, Wan-Bissaka a longtemps espéré pouvoir porter un jour la tunique des Three Lions. Une expérience à laquelle il avait déjà goûté dans les catégories jeunes, mais barré depuis des années par Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker ou encore Reece James, Spider comme il aime se faire surnommer, a finalement choisi de répondre à l'appel du cœur et de l'histoire familiale. Né à Londres de parents congolais, il a grandi dans une culture partagée entre 2 mondes. Et son choix symbolise autant un retour aux sources qu'une envie de donner du sens à sa carrière. Reconnu pour ses qualités défensives exceptionnelles, mais aussi son jeu porté vers l'attaque, qui a amené West Ham à débourser un peu moins de 20 millions d'euros pour le recruter cet été, Wan-Bissaka incarne un profil rare sur le continent africain. Celui d'un joueur expérimenté et complet, forgé dans l'intensité de la Première Ligue. Sa présence au sein des Léopards est perçue comme un signe fort du renouveau congolais. Cap à l'extrême ouest du continent africain, sur la côte atlantique, entre savane du Sahel et mangroves du Siné Saloum, le Sénégal. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Les Lions de la Teranga. Un surnom qui trouve ses racines dans la culture sénégalaise, où le terme Teranga désigne l'hospitalité chaleureuse et généreuse envers les invités. Cette valeur est profondément ancrée dans le quotidien des Sénégalais, symbolisant une terre d'accueil. Bien que ce surnom ait été popularisé par la presse étrangère au début des années 2000, mais aussi à travers les campagnes touristiques, il n'a pas été immédiatement adopté par les Sénégalais. Certains estiment que le terme ne reflète pas pleinement le caractère conquérant du lion, traditionnellement associé à la chasse et à la domination, mais qui reste tout de même le roi de la savane. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Le Sénégal a dû patienter jusqu'en 2021 pour enfin soulever la Coupe d'Afrique des Nations. Une anomalie pour ce géant du football africain, souvent admiré mais longtemps maudit. Sur les terres des lions indomptables, au Cameroun, les autres lions, ceux de la Teranga, grands favoris de la compétition, ont trouvé la clé, souvent grâce à la magie de leur star Sadio Mané.
mais aussi par la science tactique de leur sélectionneur Aliou Cissé. 2 ans plus tôt, cette même génération dorée avait vu son rêve s'envoler en finale face à l'Algérie. Mais cette fois-ci, la malédiction a pris fin. Au terme d'une finale sans éclat, les Sénégalais ont atteint le Graal au bout d'une séance de tir au but crispante, libérant tout un peuple d'une attente interminable. Avant cette consécration, une autre génération avait ouvert la voie et marqué les mémoires. Celle déjà d'Aliou Cissé, alors joueur, entouré d'Eladji Diouf, ou encore Henri Camara. En 2002, au Mali, ces pionniers avaient hissé le Sénégal en finale de la CAN pour la première fois de son histoire, avant d'enflammer la planète quelques mois plus tard, lors d'une épopée légendaire en Coupe du Monde, celle au Japon et en Corée du Sud, marquée par un succès retentissant contre la France, championne du monde en titre, et d'un parcours qui les a hissés jusqu'en quart de finale. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi et quel va être son programme ? Après un règne de près de 10 ans à la tête de la sélection, Aliou Cissé a cédé sa place à Pape Thiaw, lui aussi de l'épopée de 2002. Pour sa première campagne de qualification à la CAN, l'ancien attaquant de Ligue 1 a pu s'appuyer sur la génération dorée, mais quelque peu vieillissante et qui fait les beaux jours de la Saudi Pro League. Les Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, à laquelle il intègre un nouveau vivier de jeunes prometteurs, évoluant souvent en Ligue 1. La mayonnaise semble pour l'instant avoir pris, puisque les Lions de la Teranga n'ont pas connu d'accro lors des qualifications du groupe L, composé du Burundi, du Malawi et du Burkina Faso. Après 5 victoires et 1 nul, le Sénégal a rapidement validé son billet pour le Maroc. Le Maroc, où il se retrouvera logiquement favori du groupe D. Pour continuer en 8e de finale, il faudra d'abord passer le Botswana le 23 décembre, puis la RD Congo le 27, qui se présente comme l'adversaire le plus coriace, avant de terminer cette phase de poule contre le Bénin le 30 décembre. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Il y a un monde où Kalidou Koulibaly aurait pu devenir champion du monde avec les Bleus en 2018. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges n'a jamais regretté son choix de représenter finalement les Lions de la Teranga. Il en est d'ailleurs devenu le roc incontestable au cœur de la défense, capable de marier puissance physique, intelligence de jeu et engagement total. Aujourd'hui à Al Hilal, il n'a rien oublié de ses origines ni des raisons qui le poussent à jouer. Son départ pour l'Arabie Saoudite lui permet de sécuriser l'avenir de sa famille tout en finançant les projets de sa fondation, Capitaine du Cœur. À 33 ans, loin de lever le pied, il a même décidé de reprendre ses études, suivant à distance une licence de management du sport dans une université italienne, comme il l'expliquait récemment au streamer Zach Nani. Sur le terrain, son impact demeure indiscutable. De Naples à Chelsea, il a toujours été un leader naturel et sans lui, la défense sénégalaise perd une part essentielle de sa solidité. Koulibaly reste une voix forte aussi dans le vestiaire, un guide pour les plus jeunes et un exemple de longévité au très haut niveau. Pour la CAN 2025, aux côtés de ses compères de toujours, Sadio Mané et Edouard Mendy, il espère bien regoûter à l'extase vécue en 2021, lorsque les Lions avaient remporté la première Coupe d'Afrique de leur histoire.